Vous voulez savoir ce qui s'est passé dimanche soir à l'Estadio Azteca? Oubliez le score un instant parce que ce 3-2 ne raconte même pas le début de ce qui s'est joué. Ce fut un match avec 2 buts d'avance construit en 98 secondes. Un carton rouge direct. Une bagarre entre les deux bancs avec des coups qui auraient été échangés. 2 pénaltys arrachés au moniteur au bord du terrain. 11 minutes de temps additionnel qui, d'une manière ou d'une autre, se sont étirés jusqu'à 12. Et un joueur anglais évacué sur civière, sous oxygène, pendant que ses coéquipiers célébraient encore. Voilà la version courte. Reprenons vraiment, car ce n'était pas tout à fait un match de football. C'était une histoire de survie dans laquelle un match de football a éclaté au milieu, et sous chaque minute se cachait quelque chose de plus vaste qui avait peu à voir avec le jeu et beaucoup avec la politique autour de ce mondial. Le chaos n'a pas commencé au coup d'envoi. Il a commencé la veille au soir, sur le parking d'un hôtel. Alors que les joueurs anglais tentèrent de dormir avant le match le plus important de leur tournoi, des dizaines de supporters mexicains se sont rassemblés devant leur hôtel de Santa Fe, à l'ouest de Mexico. Ils étaient venus avec des enceintes, des cornes de brume et des feux d'artifice, et ils ont continué jusque dans les premières heures du dimanche matin. Les barrières de police ne les ont pas arrêtés. Ce n'était pas non plus une agitation au hasard. C'est une tradition latino-américaine bien ancrée, la sérénade nocturne. Au fil des années, elle est passée d'une preuve d'amour pour l'équipe locale à une arme psychologique conçue pour priver l'adversaire de sommeil. Les supporters mexicains avaient appliqué le même scénario quelques jours plus tôt, en campant devant l'hôtel de l'Équateur avant de l'éliminer 2-0, un coup qui avait suffisamment irrité la fédération équatorienne pour qu'elle dépose une plainte officielle. Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais, a publiquement relativisé l'affaire, rappelant que son équipe jouait à 18 heures et pouvait dormir plus tard le lendemain matin. Mais le message était déjà passé. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Et le ballon n'avait même pas encore roulé. Il y a ensuite le stade lui-même, et on ne peut pas parler de l'Angleterre à l'Azteca sans parler du fantôme qui l'habite. C'était le premier match de l'Angleterre sur cette pelouse depuis 1986, depuis Diego Maradona, depuis la main de Dieu, le moment le plus tristement célèbre de l'histoire de cette affiche. Le lieu était donc déjà chargé d'histoire, avant qu'on y ajoute quoi que ce soit, et le Mexique y a ajouté tout le reste. Le stade se situe à 2240 mètres d'altitude, dans un air rare qui étourdit les visiteurs après quelques minutes sur la pelouse. Il était rempli de 80 824 supporters qui n'ont pas cessé pendant plus de 90 minutes. Leur nouveau cri de ralliement résonnait dans l'enceinte comme un front d'orage roulant dans une vallée. Puis la météo réelle est arrivée. Des orages et une pluie battante ont retardé le coup d'envoi d'une heure entière. Et pendant que tout le monde attendait, le DJ du stade a passé une chanson sur le fait de ne pas regarder en arrière avec colère. 80 000 Mexicains l'ont hué jusqu'à l'étouffer. Voilà l'atmosphère dans laquelle l'Angleterre est entrée, avant même d'avoir réussi une seule passe. Avant d'en venir au football, il faut voir pourquoi ce tournoi est devenu bien plus qu'un événement sportif. Le Mondial 2026 est la première organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, et dès le début, elle s'est mêlée à la politique de l'administration Trump. Des organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International, ont passé des mois à avertir que les supporters allant aux États-Unis risquaient une urgence en matière de droits humains, en pointant l'application agressive des règles migratoires, l'élargissement des opérations de l'ICE près des villes hôtes et un programme de caution de visa obligeant certains voyageurs à déposer jusqu'à 15 000 $ pour entrer. Des membres du Congrès ont présenté des textes surnommés « Efforts pour sauver la mondiale », visant à tenir les agents de l'immigration à l'écart des stades et des fan zones, après le refus du directeur par intérim de l'ICE d'exclure des interventions les jours de match. La FIFA elle-même aurait discrètement fait pression sur la Maison-Blanche pour obtenir une sorte de trêve, demandant la suspension des raids migratoires pendant le tournoi. Rien de tout cela n'est apparu dans les commentaires télévisés dimanche soir, mais c'était l'arrière-plan devant lequel,
80 000 supporters mexicains sont venus dans un stade d'un pays dont le gouvernement tente depuis un an de rassurer Washington, en durcissant les opérations contre les cartels, en partie pour préserver la paix avec un président américain qui avait évoqué des frappes unilatérales sur le sol mexicain liées au narcotrafic. Pour le Mexique, battre l'Angleterre à l'Azteca aurait été bien plus qu'un résultat. Cela aurait été une déclaration à domicile devant le monde entier, à un moment où la relation avec le voisin du Nord a rarement paru aussi fragile. Venons-en maintenant au football. Avant l'explosion, une bataille plus discrète se jouait. L'Angleterre essayait de respirer. Tuchel avait un objectif très précis pour les premières minutes, atteindre la première pause fraîcheur sans encaisser, car c'est à peu près le moment où l'air raréfié commence à devenir supportable, et où la première vague mexicaine tend à retomber. Le Mexique est parti très fort, comme prévu, fluide dans ses passes, porté par les tribunes, et il a failli frapper le premier lorsque Raúl Jiménez a repris un centre d'une tête plongeante à la 16e minute, avant que Jordan Pickford ne plonge très bas pour sortir le ballon. Le genre d'arrêt qui permet à toute une équipe de souffler. Garder la tête froide, respecter les distances, refuser d'être aspiré par le bruit. Le public détestait la lenteur avec laquelle l'Angleterre faisait circuler le ballon, et c'était précisément le but. Puis, une fois ses appuis retrouvés, l'Angleterre ne s'est pas contentée de traverser la tempête, elle l'a percée de plein fouet. Pendant 7 minutes environ, on a cru que le match allait l'engloutir, puis Jude Bellingham a décidé que le bruit serait du carburant. À la 36e minute, Pickford a relancé vite à la main vers Declan Rice. Rice a avancé et trouvé Bukayo Saka. Saka s'est créé 1 mètre d'espace et a envoyé un centre parfait. Puis Bellingham est arrivé comme un train de marchandises pour planter sa tête. Moins de 2 minutes plus tard, dès la remise en jeu, l'Angleterre a recommencé. Bellingham a poussé au fond un centre à ras de terre de Harry Kane parce qu'il le voulait plus que tous les autres. 2 buts en moins de 2 minutes dans le stade le plus bruyant du monde, face à une équipe mexicaine qui restait sur 4 matchs du mondial sans encaisser le moindre but. Cela aurait dû être le coup fatal. Bien sûr, ça ne l'a pas été, car l'Azteca n'en avait fini avec personne. Juste avant la pause, Ezri Konsa a mal dégagé un coup franc mexicain, le ballon est retombé, et Julian Quinones l'a fracassé dans le but, 2-1. Le stade a explosé, et soudain un match que l'Angleterre tenait à la gorge est redevenu une grenade. On le sentait, ce terrible sentiment que tout basculait, que la foule avait retrouvé sa voix et l'élan avec elle. L'Angleterre a tenu jusqu'à la pause avec Bellingham, encore lui, auteur d'un sauvetage désespéré sur une tête mexicaine au cœur du temps additionnel. L'ambiance dans le tunnel n'était pas « nous menons », c'était « nous sommes en difficulté ». Si la première période avait semblé chaotique, la seconde est le moment où ce match a perdu la raison. L'Angleterre est revenue avec le sentiment qu'il lui fallait le but suivant pour tout calmer, et Nico O'Reilly a envoyé une frappe sur le poteau depuis l'extérieur de la surface, à quelques centimètres d'un 4e but qui aurait achevé le Mexique. Cette version de la soirée, celle où l'Angleterre reprend le contrôle et file tranquillement vers la qualification, a duré 4 minutes. À la 54e minute, tout a changé. L'arrière droit de remplacement de l'Angleterre, Jarell Quansah, revenu récemment de blessure et manifestement pas encore à pleine vitesse, s'est jeté dans un tacle glissé sur Jesus Gallardo, semelle en avant pied haut, le genre de geste qui fait grimacer 2 fois, au moment de l'impact puis à la rediffusion. L'arbitre, le très expérimenté australo-iranien Ali Reza Faghani, a d'abord laissé jouer, mais la vidéo l'a appelé au moniteur, et après révision, il n'avait plus le choix. Carton rouge direct, 10 contre 11. L'ancien attaquant anglais, Alan Shearer, qui avait d'abord pensé que Quansah avait bien maîtrisé son intervention, a changé d'avis dès qu'il l'a vue au ralenti et l'a jugée dangereuse. Darren Kahn, ancien arbitre assistant d'une finale du mondial, a été encore plus clair. Rouge à 100%, aucun débat. Quansah est devenu seulement le 4e joueur anglais expulsé en mondial, le premier depuis Wayne Rooney en 2006. Ce moment comptait au-delà du simple nombre de joueurs. L'Angleterre devait désormais survivre à plus d'une moitié de matchs à élimination, en infériorité numérique, en altitude, contre le pays hôte, au milieu de ce chaudron.
La montagne, en quelque sorte, venait de doubler de taille. Mais le carton rouge n'est même pas ce dont tout le monde a fini par parler, car pendant que Kwanzaa quittait le terrain, les deux bancs ont explosé. Le staff mexicain était furieux, convaincu qu'il s'agissait d'un tacle sale, et selon les commentaires de la diffusion, cela a débouché sur une altercation physique, avec des coups présumés et le chaos le long de la ligne de touche. Reece James, défenseur anglais, blessé, a été vu dans un échange de cris avec une légende de l'équipe mexicaine sur le banc adverse. Les remplaçants et les staffs se faisaient un face pendant que les joueurs sur la pelouse tentèrent de digérer le fait de se retrouver à 10. Le match n'était plus au bord de l'explosion. Il avait explosé complètement et on n'était encore qu'à la 55e minute. Et pourtant, l'Angleterre a répondu. À peine 5 minutes après le rouge, Anthony Gordon a poursuivi un ballon libre dans la surface, est arrivé une fraction de seconde avant le gardien mexicain Raúl Rangel, et Rangel l'a balayé complètement. Penalty. Harry Kane, qui quelques instants plus tôt aurait reçu de la bière jetée depuis les tribunes, s'est présenté et a tranquillement inscrit le 3-1. C'était son 6e but du tournoi et son 73e de la saison avec club et sélection. 10 contre 11, 2 buts d'avance, mission presque accomplie. Sauf que, bien sûr, cela n'est pas resté ainsi, car c'est là que Kane est passé de héros à coupable en 9 minutes environ. En défendant un nouveau coup de pied arrêté mexicain, Kane a balancé la jambe pour dégager le ballon sans voir le remplaçant Brian Gutiérrez arriver derrière lui. Il a frappé l'arrière de son pied. Fagani a d'abord laissé jouer, puis le moniteur a de nouveau appelé et il a encore désigné le point de pénalty. Raúl Jiménez, un joueur qui a marqué plus de buts dans sa carrière contre Jordan Pickford que n'importe quel autre footballeur vivant, l'a transformé avec un sang-froid glacial. 3-2. Et l'Angleterre avait désormais devant elle une fin de match franchement terrifiante. Ce deuxième pénalty est la décision qui a coupé le monde du football en deux. Et il faut la prendre au sérieux au lieu de se contenter de crier, car les deux camps ont de vrais arguments. Shearer était catégorique. Pour lui, la décision était mauvaise. Il estimait qu'un coup sur le pied dans ce type d'action ne devait pas donner pénalty et que ce n'était pas une erreur claire et manifeste justifiant de renverser la décision initiale de l'arbitre. Tuchel est allé plus loin ensuite, déclarant à la BBC que les arbitres ne sont tout pas assez bons à ce niveau, furieux que l'assistance vidéo ait, selon lui, fabriqué une faute que l'arbitre n'avait même pas signalée en direct, et se demandant s'il n'aurait pas fallu désigner une équipe arbitrale d'une autre région pour un tel match. On peut comprendre cette frustration. Mais Darren Cann, ancien officiel de haut niveau, a calmement expliqué que c'était bien un penalty, que Kane avait touché le pied et que l'action ressemblait à un autre duel de ce tournoi pour lequel l'Angleterre avait elle-même obtenu un penalty. L'ancien gardien anglais Joe Hart, regardant chaque ralenti le cœur serré, a lui aussi estimé que l'arbitre avait correctement tranché les 3 grandes décisions de la soirée. Et voici le retournement qui rend les supporters anglais un peu fous. Une large partie de la communauté mondiale du football a considéré que Fagani avait livré une prestation remarquable, au point de réclamer sur les réseaux que la FIFA lui confie la finale. C'est l'arbitre le plus expérimenté de ce tournoi, le seul officiel nommé sur 4 mondiaux consécutifs. La moitié de la planète voulait le promouvoir au plus grand match de l'été, tandis que Tuchel ne voulait plus le voir près d'un sifflet. Les deux réactions portaient sur la même performance, la même nuit. Voilà à quel point ce match était fou. Imaginez les dernières minutes. L'Angleterre réduite à 10, accrochée à un but d'avance, passant à une défense à 5 avec Dan Burn et Jed Spence lancés pour construire un mur. Le Mexique a tout envoyé vers l'avant, centre après centre après centre, dans une surface assiégée, avec 80 000 personnes derrière leur équipe, et le rêve mondialiste d'un pays suspendu à un dernier but. Le panneau du 4e arbitre s'est levé, 11 minutes de temps additionnel, 11. Puis Fagani a accordé 2 autres corners au cœur de ce temps supplémentaire, et l'on a dépassé les 12 minutes. Au milieu de ce siège final, John Stones a failli transformer un dégagement en but contre son camp, le ballon filant à quelques centimètres du poteau, un instant qui aurait été le coup le plus cruel du tournoi.
Mais Burn a été immense, Pickford est resté calme, et l'Angleterre a repoussé tout ce qui arrivait jusqu'à ce que, enfin, miséricordieusement, le coup de sifflet final retentisse. Il l'avait fait, à 10, en altitude, à l'Azteca, contre tout cela. Et même là, la soirée gardait une dernière absurdité. Dans les célébrations brutes et délirantes de la fin du match, le milieu Jordan Henderson a basculé par-dessus les panneaux publicitaires, s'est blessé au poignet au point d'avoir besoin d'oxygène, puis a été évacué sur civière et transporté à l'hôpital avec le médecin. Il n'est pas rentré avec le reste du groupe. Pensez-y une seconde. Une équipe survit à l'un des matchs à élimination les plus hostiles et chaotiques de mémoire récente, et perd un joueur non pas sur un tacle mexicain, mais dans sa propre célébration. Cela ne colle pas avec l'histoire de la soirée, a reconnu Tuchel ensuite. Et il avait raison, sous toute cette folie, cette nuit a été spéciale pour les deux camps, mais pour des raisons très différentes. Pour l'Angleterre, c'est sans doute sa plus grande victoire à élimination en mondial depuis 1966, arrachée aux nerfs et à la volonté, l'étincelle que Tuchel cherche depuis son arrivée. Bellingham, magnifique toute la soirée, a qualifié l'atmosphère de meilleure jamais affrontée en sélection, comme un vrai compliment à un pays qui adore son équipe. Pour le Mexique, ce fut une douleur à l'échelle nationale. C'était sa finale officieuse, l'adieu du pays co-organisateur à sa pelouse mythique, sa meilleure chance de rejoindre les quarts d'un mondial pour la première fois depuis 1986 et l'occasion de mettre fin à 8 éliminations en huitième. Au lieu de cela, El Tri a encore échoué à une marche du but. Xavier Aguirre, le sélectionneur mexicain, qui quittait son poste après un troisième passage et transmettait le relais à l'ancien capitaine Rafael Marquez, a résumé l'affaire par une phrase qui entra les supporters tout l'été. Rêver puis tomber ainsi fait profondément mal. Le Mexique avait tout. Terrain, altitude, 80 000 voix, supériorité numérique pendant une grande partie de la seconde période, et cela n'a pas suffi. Pour mesurer l'ampleur du résultat, l'Azteca existe depuis 1966, et ce n'est que la troisième défaite officielle du Mexique dans sa forteresse. L'Angleterre n'y a pas seulement gagné un match, elle a appris quelque chose que l'équipe locale ne perd presque jamais. Alors pourquoi ce match restera-t-il en mémoire longtemps après que groupes et victoires ordinaires se seront brouillés? Parce que ce n'était pas une controverse, mais toutes les controverses empilées, chacune faisant monter la température de la suivante. Le siège nocturne de l'hôtel a nourri l'hostilité avant même le premier ballon. Le retard dû à l'orage a encore étiré la tension. La rafale de 2 buts en 2 minutes a sonné une foule qui s'est ensuite réveillée sur un seul coup de pied arrêté. Le carton rouge a embrasé les 2 bancs. Les penalties ont transformé un héros en coupable, puis de nouveau en survivant. Et cette nuit ingouvernable a continué de monter de cran jusqu'à ce que les joueurs anglais jettent leur corps devant tout ce que le stade le plus bruyant de la planète pouvait leur renvoyer. L'Angleterre s'est donc qualifiée pour un quart de finale contre la Norvège, d'Erling Haaland, prévu le samedi 11 juillet au Hard Rock Stadium de Miami. Le carton rouge de Quansah entraîne une suspension automatique et l'exclut totalement de ce match, même s'il laisse ouverte la possibilité d'un retour plus tard dans le tournoi si l'Angleterre atteint les demi-finales. Avec Henderson en convalescence dans un lit d'hôpital et le poste d'arrière droit désormais devenu une vraie zone de crise dans l'effectif, Tuchel sera probablement soulagé de disposer de presque une semaine complète pour se réorganiser avant d'affronter une équipe norvégienne qui figure parmi les plus dangereuses offensivement de tout le tournoi. Quoi qu'il se passe à Miami, cela se déroulera sous la même ombre que celle qui accompagne ce mondial depuis le début. Un tournoi organisé dans 3 pays dont les gouvernements ne parlent pas toujours la même langue politique, alors que leurs supporters, pendant 90 minutes, parlent la même. Une équipe ne peut survivre qu'un certain nombre de fois à une nuit comme celle de l'Azteca avant que le bruit finisse par gagner. Et depuis dimanche, tous ceux qui entourent la sélection anglaise savent à quel point ce bruit était déjà proche de l'emporter. Il existe aussi une dimension politique dans la tempête arbitrale qu'il faut mentionner comme une spéculation et non comme un fait. Dans les heures qui ont suivi le match, certains consultants et supporters en ligne ont avancé l'hypothèse, qui reste seulement une hypothèse, que les désignations arbitrales de la FIFA pour les tours à élimination
aurait été influencé en partie par le désir d'éviter toute apparence de favoritisme envers les pays hôtes, compte tenu de la sensibilité politique déjà forte du tournoi. Selon cette lecture, un arbitre australo-iranien sans lien avec l'Angleterre ni le Mexique, et fort d'une expérience sur 4 mondiaux, aurait été perçu en interne comme presque inattaquable face aux accusations de partialité à cause de l'équilibre diplomatique que la FIFA doit tenir cet été entre Washington, Mexico et Ottawa. La FIFA n'a rien confirmé publiquement de tel, et cela doit rester une spéculation de supporters et de médias plutôt qu'un fait établi. Mais c'est le genre de théorie qui se propage vite dans un tournoi déjà aussi chargé politiquement. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, de son côté, a adopté un ton remarquablement mesuré le lendemain matin de la défaite, saluant l'effort de l'équipe et la passion des supporters, plutôt que d'insister sur la polémique arbitrale, à rebours de réactions plus furieuses de certains consultants et anciens joueurs. Cette retenue a été interprétée par certains analystes comme un élément d'un schéma plus large cette année, avec un gouvernement mexicain qui cherche généralement à projeter calme et coopération sur tout ce qui touche à la mondiale, alors même qu'il tente de gérer une relation sécuritaire délicate avec Washington. Les autorités mexicaines ont passé une bonne partie de l'année à mener des opérations très visibles contre des figures des cartels, des actions perçues comme une tentative de rassurer l'administration Trump et de présenter le Mexique comme un partenaire fiable plutôt qu'une cible, surtout après des déclarations de la Maison-Blanche sur la possibilité d'actions unilatérales contre des infrastructures de cartels sur le sol mexicain. Aucun de ces éléments n'a changé ce qui s'est passé sur le terrain dimanche, mais cela explique en partie pourquoi ce match pesait bien davantage qu'un simple résultat de huitième de finale. Pour l'Angleterre, la route passe désormais par Miami, une ville devenue elle-même un point de tension dans le débat plus large sur la manière dont ce mondial croise l'application des règles migratoires, compte tenu de son statut de ville hôte où les forces locales auraient coordonné leurs actions avec les autorités fédérales de l'immigration pendant le tournoi. Des groupes de supporters et des organisations de défense des droits civiques ont conseillé aux fans allant au Hard Rock Stadium contre la Norvège de garder en permanence une pièce d'identité et leurs documents de voyage, conseil impensable lors des mondiaux précédentes, mais presque banal dans celle-ci. Reste à voir si cette atmosphère se glissera dans le quart de finale de samedi, mais après une nuit comme celle de l'Azteca, plus rien dans ce tournoi ne paraît totalement séparé du monde qui existe au-delà des murs du stade.